La pression est mise pour ce qui est de pas vous décevoir, ça c'est fait. Vous savez donc, voilà, je vous emmène en Chine dans une première partie pour découvrir un modèle que j'ai eu l'occasion de présenter ici, donc que je vais présenter rapidement. Et puis on fera ensuite, ce sera l'objet principal de cette intervention, on fera un peu parler le modèle par rapport à nos entreprises, à leur fonctionnement, à leur organisation. Et vous allez voir que l'intérêt de la Chine, c'est que c'est une culture qui d'abord a à peu près 10 000 ans d'histoire ou préhistoire, donc forcément une culture qui est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui encore opérative, alors qu'elle a 10 000 ans, il faut s'intéresser à ce qu'elle a produit comme regard sur le monde, mais aussi ce qui va nous intéresser, c'est que comme la Chine regarde à peu près la même chose que nous, mais n'y voit jamais la même chose, pour l'entreprise, forcément c'est très intéressant parce que ça ouvre la question et la grande question de à quoi sert le management. Et c'est un petit clin d'œil évidemment avec la chaire de l'EDEC qui m'a invité et que je remercie. Mais bien entendu, on va redécouvrir du coup au fil de ce que je vais vous partager ce qu'est finalement la mission du manager. Alors, je vous emmène au cœur d'un modèle qui s'appelle les 5 Agir, qu'on connaît un peu plus sous le nom des 5 éléments. Encore une fois, je le présenterai rapidement, puis après je vais essayer de poser quelques questions autour d'une problématique au fond, qui est celle officielle de ma conférence, puisque là vous pourriez vous sentir trahi sur le produit qu'on vous a présenté, qui est une question au fond autour de en quoi cette pensée nous amène des idées sur la crise. Alors sur la crise, il y aurait beaucoup de choses à dire. Déjà qu'en chinois, vous savez, le mot crise et le mot opportunité sont les mêmes, et donc que déjà c'est une façon de regarder la crise qui n'est pas la nôtre. Et vous savez que là, on a, nous, les Occidentaux en général, mais les Latins en particulier, un effort à faire parce que nous sommes devenus, et c'est une très grande performance en soi, donc il faut se réjouir, mais nous sommes devenus les champions du monde pour voir ce qui ne va pas, et du coup, on est très 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 avancé en permanence pour voir ce qu'on pourrait faire mieux, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut améliorer, pourquoi on va dans le mur, pourquoi on y va sans avoir de possibilité d'éviter d'y aller. Et il y a quand même un moment où, à force de confire dans cette espèce d'ambiance de « on est tous foutus et on va tous s'éclater la tête », d'abord collectivement, ça met moyennement la pêche, et puis ensuite, il y a un moment où on va finir par convoquer ce qu'on croit tous. Vous voyez, il y a quand même un mystère de l'esprit humain autour de cette question, et donc il faut aussi qu'on s'empare un petit peu du regard sur le monde qui donne des alternatives. Alors moi je milite beaucoup sur cette idée de dire, à certains égards, oui, il y a des murs et il faudrait qu'on se les mange à point, mais il y a plein de façons de ne pas se les manger. Et donc, c'est aussi autour de ça qu'on discutera. Alors, une façon d'illustrer ça, vous avez peut-être entendu parler de cette espèce d'équation qui tourne dans le monde des entreprises qui se libèrent. Alors, vous voyez que si on parle de libération, c'est bien parce qu'il y a un enjeu de pression à dépasser. Et donc, l'idée que si on met en synergie, au fond, la confiance qu'on peut faire aux collaborateurs, avec un projet collectif qu'ils peuvent servir, alors on provoque deux choses en entreprise, l'une qui est attendue depuis longtemps, qui s'appelle la performance, et l'autre qui pourrait sembler un peu incongrue en disant, mais au fond, pourquoi est-ce que les entreprises devraient s'occuper de la joie de leurs collaborateurs, et même éventuellement de leurs clients? On parle plutôt de satisfaction des clients. Or, je pense qu'il faut aller un peu plus loin et s'occuper de la joie des collaborateurs et des clients, et plutôt dans cet ordre. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on va explorer ensemble. Alors je vous dis quand même une histoire sur ce petit livre, parce que ça fait maintenant 5 ans que j'ai créé une petite société qui accompagne des équipes dirigeantes et qui, lorsque c'est pertinent, il y a d'autres modèles qui existent, donc fait référence à cette pensée orientale, encore une fois, pas en tant qu'elle viendrait remplacer notre pensée occidentale. Moi j'ai passé quelques années en Chine, directement ou indirectement, en m'occupant d'entreprises, et je ne suis pas revenu de Chine en parlant couramment le chinois et converti au bouddhisme zen et capable de vous emmener dans une réflexion de sinologue. Moi je suis un homme d'entreprise qui a eu l'occasion de travailler en Chine et qui a ramené des modèles de la Chine. En revanche, ces modèles, encore une fois, ouvrent des possibles, et
j'ai rencontré un jeune entrepreneur du Nord qui s'appelle Gérard Mullier et qui m'a demandé de parler de ça, notamment, vous verrez, parce que c'est un modèle qui permet de réfléchir aux rôles différents entre actionnaires, dirigeants et collaborateurs et clients. Et vous voyez bien que si vous connaissez un peu le monde de l'AFM, vous voyez que ces 4 rôles de clients, collaborateurs, managers, dirigeants et actionnaires, c'est évidemment une question centrale. Et du coup, Gérard m'a dit, mais il faudrait écrire ça. Je lui ai dit, d'accord, mais il faudra le préfacer. Il m'a dit, d'accord, et le livre est né comme ça. Donc c'est un petit peu un clin d'œil que je lui fais aussi. Et puis, j'ai eu l'occasion de travailler sur ce modèle avec un sinologue qui s'appelle Cyril Javary, qui est le grand traducteur du livre de la sagesse chinoise qui s'appelle le Yi Jin, avec Pierre Faure, et qui a aussi dit un petit mot de cet usage de la pensée chinoise en entreprise. Alors, encore une fois, je vous donnerai quelques exemples très rapidement pour vous dire pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à la Chine, à mon avis, quand on est en entreprise. On verra ce modèle et je m'arrêterai plus longuement sur des questions pour libérer nos entreprises ou, ce qui revient un peu au même, pour poser la question d'une forme de réenchantement de l'entreprise aujourd'hui. Le réenchantement pour moi imposant de découvrir 3 mondes qui sont aujourd'hui réputés un peu en faillite, le monde de l'entreprise, le monde de la recherche et le monde artistique. Alors, encore une fois, pourquoi je dis ça? Parce que derrière l'entreprise se cache pour moi la question fondamentale du rapport au réel. Vous savez qu'en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme ou femme d'entreprise, vous avez des contraintes dans l'entreprise et vous êtes tenu à un certain nombre de performances, de résultats, de choses qu'on pourrait appeler des contraintes. Et en même temps, si on est contraint dans le réel, autant que ce réel soit bon, et de ce point de vue-là, en tout cas, on pourra aussi discuter de ça, mais derrière l'entreprise, il y a la question qui se pose assez vite, en quoi le monde dans lequel on s'inscrit est-il bon? Bon pour mes collaborateurs, bon pour mes clients, vous verrez pourquoi je pose cette question comme ça. Il y a un deuxième monde, aujourd'hui, qui est un monde assez passionnant, qui est le monde artistique, et qui est, lui, fondamentalement connecté à la question du beau. Et vous voyez bien que les artistes aujourd'hui nous interrogent sur ce qu'est le beau, ils vont même jusqu'à une réflexion sur, on pourrait parler d'esthétique de la laideur, enfin vous voyez des choses un peu provocatrices qui nous disent, mais au fond, dans quel monde finalement vit-on et habite-t-on un monde qu'on peut désirer? Et enfin, le monde de la recherche qui pose fondamentalement la question du vrai et de ce que l'on peut affirmer ou pas, temporairement évidemment, dans le cadre de la recherche. Mais vous voyez que, pour moi, derrière ces questions se pose une vieille trilogie, la trilogie du bon, du beau, du vrai, que Platon déjà a nommé, et qui, me semble-t-il, est une reconquête à faire, parce que c'est 3 univers dans lesquels on a tendance à dire aujourd'hui l'entreprise ne sera jamais un lieu bon, l'art ne parlera plus du beau, et la recherche ne dira plus rien de vrai. Donc vous voyez, on serait embarqué, si on ne fait pas gaffe en tout cas, dans un monde très désenchanté, contre lequel, à titre personnel, je m'inscris, mais alors profondément en faux, sachant qu'on peut être entrepreneur, artiste ou chercheur sans être génial dans ces mondes-là, mais dans une contribution au monde qui est le nôtre. Alors, 3 exemples pour vous dire pourquoi la Chine m'intéresse. La Chine m'intéresse parce que pendant 700 ans, l'Empire chinois construit une muraille de Chine qui fait plus de 7000 km sur 2 mètres de haut en moyenne à peu près. Et notre première idée quand on regarde la muraille de Chine, c'est de se dire qu'ils l'ont fait pour se défendre. Et pourquoi? Parce que ça nous rappelle à peu près la tête de nos châteaux forts, quoi. Un peu plus long quand même, mais globalement c'est un peu une forteresse, une fortification. En même temps, quand on y réfléchit, si des hordes de barbares arrivent jusque par là, c'est pas 2 mètres de mur qui vont les retenir très longtemps. Et donc, évidemment, il y a une autre raison. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'histoire de la construction de la muraille de Chine, c'est que les Chinois ont construit la muraille parce que pendant des années, les généraux chinois se sont pris des grosses gamelles en allant faire la guerre aux hordes barbares de l'autre côté de la muraille. Et pour que les généraux comprennent qu'il y avait des limites à la conquête, ils ont construit 7000 km de murs pour bien montrer que la frontière était fixe. Et du coup, vous voyez, c'est intéressant cette façon déjà de regarder la conquête en disant la conquête, elle est fondamentale, mais elle doit avoir une limite. Et vous voyez que ça, tout de suite, c'est déjà une question pour nos entreprises, parce que quelle limite mettons-nous à la conquête? Ne sommes-nous pas toujours dans des entreprises dont le seul projet, c'est de grandir? Et alors, la sagesse chinoise, vous verrez pourquoi, nous dit, mais si ton seul projet, c'est de grandir,
ça va mal se finir pour toi, quoi. Voilà. C'est pas possible de faire que grandir. C'est très important hein, de grandir, mais on ne peut pas faire ça tout le temps. Voilà. Ensuite, la Chine m'intéresse pour ce fameux symbole que vous connaissez, hein, le yin et le yang. Mais vous noterez que nous, le yin et le yang, on l'aurait nettement préféré comme ça. Et ça, c'est le yin et le yang rêvé pour les Occidentaux, c'est-à-dire, il y a un truc bien blanc et il y a un truc bien noir. Et nous, les Occidentaux, nous énervent parce que dans le blanc, ils voient du noir, dans le noir, ils voient du blanc, ce qui fait dire à un très grand sinologue qui est François Julien, le yin, c'est ce qui va devenir yang, le yang, c'est ce qui va devenir yin, mais vous voyez que ce genre de définition nous énerve. Hein, voilà. Alors, le yin et le yang, c'est juste la contemplation de la montagne, puisque le yin, c'est l'Ubac, l'endroit sombre de la montagne, et le yang, c'est l'Adret, l'endroit clair de la montagne. Et donc, les Chinois étant très pragmatiques, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait toujours deux faces dans la montagne, donc le réel se donne comme une dualité, mais lorsqu'on arpente une face pour aller en haut, on ne fait jamais que monter, il y a des moments où on descend. Certes, pas longtemps si on monte, mais il y a des moments où on descend. Autrement dit, au cœur du yin, il y a toujours un peu de yang, au cœur du yang, il y a toujours un peu de yin. Et ce regard-là va se développer en Chine d'une façon telle, vous voyez que, au fond, en réponse à notre yin-yang idéal, les orientaux auraient plutôt ce yin et ce yang, qui est en fait une forme qu'on appelle fractale. Alors moi je suis associé depuis pas mal d'années avec des chercheurs, et c'est vrai que les fractales, vous voyez, c'est des figures qui émergent relativement tardivement dans notre culture, dans les années 50, et qui émergent donc avec Mandelbrot, et qui émergent dans les sciences qu'on appelle de la complexité. Autrement dit, vous voyez, ce qui va être intéressant dans la culture chinoise, c'est qu'elle a appréhendé, depuis qu'elle se constitue, quelque chose que nous avons eu du mal à assigner, que nous avons mis du temps à nommer, qui s'appelle la complexité. Autrement dit, l'histoire que tout est lié, que c'est difficile de parler de début et de parler de fin, c'est que nous, les Occidentaux, dès qu'on trouve une conséquence, on est heureux, quoi. Voilà. Et dès qu'on a A implique B, on a l'impression qu'on a vraiment fait avancer les choses. Et ça, c'est toujours un peu mystérieux pour les Occidentaux, parce qu'ils savent très bien que si A implique B dans le réel, il y a quand même un moment où B va jouer un rôle sur A dans l'autre sens, quoi. Vous voyez, il y a une espèce de sentiment intuitif que les bonnes relations déductives sont probablement simplificatrices du réel. Je dis ça, en même temps, je suis bien content que la science existe. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et là aussi, la Chine nous donne des leçons, parce que, vous voyez bien que quand on nous dit, en Chine, il y a deux médecines, la médecine traditionnelle chinoise et la médecine occidentale, notre premier réflexe occidental, c'est de dire, bah ok, s'il y a deux médecines, c'est laquelle la bonne, quoi? Vous voyez, montrez-moi la bonne médecine. Et le chinois vous répondra toujours sur cette question, la bonne médecine, c'est celle qui me soigne. Et donc, on verra bien de quelle médecine j'ai besoin à un moment donné. Vous voyez, ce côté pragmatique, il va aussi venir nous dérouter, parce que nous aimerions fixer un cadre, et puis filer droit devant sur le cadre qu'on a fixé. Voilà. En Chine, on rêve à un idéal, pas très longtemps, mais on l'a quand même, et puis après on essaye de l'atteindre et on tire des bords, quoi. Voilà. Il y a un beau proverbe en chinois, hein, l'arbre qui pousse droit finira en planche. Vous voyez. Donc si vous voulez tirer des bords tout droit, ça ne durera pas longtemps, et ça finira par se retourner contre vous. Je termine juste par cet exemple, qui est le mot yi en chinois, et qu'on écrit en superposant deux signes. Vous voyez, le chinois est aussi intéressant parce qu'il dessine. Et ça va être, à mon avis, très important pour l'entreprise, c'est que la langue chinoise se fait une représentation symbolique du réel. Et vous voyez, nous, on est dans une culture qui, peut-être un peu vite aujourd'hui, a évacué la question du symbole, du rêve, du côté un peu imaginaire du réel. La Chine passe son temps à dessiner le réel. Et du coup, vous voyez, pour représenter ce mot qui veut dire changement, le mot yi, la Chine superpose le dessin du soleil, en haut, là, le petit carré barré, c'est le soleil, et puis en dessous, c'est la pluie. Et donc, vous voyez, pour parler du changement, la Chine, elle a recours, au fond, à une métaphore assez évidente, c'est que quand on regarde le ciel, s'il fait beau, ça ne durera pas, et s'il pleut, ça ne durera pas. Et donc, vous voyez, à nouveau, la conceptualisation en Chine, c'est simplement la modélisation extrêmement pragmatique de ce qui se passe dans le vivant. Et là où la Chine va m'intéresser, c'est qu'elle regarde nos organisations depuis longtemps comme un organisme vivant. Et toute l'interrogation qu'on va se poser sur l'entreprise à partir de la pensée chinoise, c'est une interrogation, au fond, d'un médecin qui regarde son patient.
quand j'étais en Chine, je me suis demandé qu'est-ce qu'on apprenait aux managers pour manager en Chine. Alors, il faudrait nuancer énormément ce que je vais vous dire ce soir, parce que je vous parle d'un truc en 1 heure, et il y a évidemment plein de précautions à prendre. Je parle des Chinois, vous voyez bien qu'avec le nombre qui sont, vous trouverez toujours quelques Chinois qui ne respectent pas ce que je vous raconte. Enfin bref, donc on va faire quelques approximations ensemble, hein, mais voilà. Quand je me suis renseigné en Chine sur qu'est-ce qui est au programme en école de management, en première année d'école de management, hein, les étudiants, ils font quoi? Eh bien, figurez-vous que les étudiants qui étudient la première année en Chine en management, ils font une première année de médecine. Voilà. Ils font une première année de médecine parce que depuis plus de 5000 ans, ce schéma qui est au centre là, c'est l'outil principal dont se sert le médecin pour soigner son patient, mais aussi dont se sert l'empereur pour gouverner l'empire. Et donc vous voyez que très très vite, l'entreprise apparaît exactement au milieu de nos 2 tiraillements, là, entre l'infiniment grand de l'empire et l'infiniment petit de la personne. Ce modèle va particulièrement s'appliquer à l'entreprise. Alors très rapidement, j'en reparle pour qu'ensuite on le questionne. La première dynamique de ce modèle, c'est la dynamique de la conquête dont on a parlé tout à l'heure. La première pulsion du vivant, c'est de grandir. Et vous voyez, la pensée chinoise est faite, je l'ai dit, par analogie. Et donc, par analogie, qu'est-ce que les Chinois disent? C'est que, déjà, qu'est-ce qui grandit dans la nature? C'est le bois. Alors, nous, ça peut nous paraître bizarre, parce que dans notre culture, des fois, le bois, c'est ce qui est immobile, justement. Vous voyez, on pourrait regarder l'arbre comme ne bougeant pas. Donc ça, c'est une erreur d'observation, parce que l'arbre, c'est le seul être vivant qui n'arrête pas de bouger, puisqu'il n'arrête pas de grandir. Le bois, toute sa vie, va faire des racines en hiver et faire des branches en été. Donc, il n'arrêtera pas de grandir tout le temps. Et derrière le bois, il y a donc cette idée de s'agrandir, d'aller là où on n'a jamais été, plus profondément ou plus haut. Et du coup, par analogie, vous voyez, les Chinois vont dire, le bois dans l'Empire, c'est le général, c'est celui qui fait les conquêtes. Mais c'est aussi dans une journée le matin. Parce que, réfléchissez-y, le matin, vous n'êtes pas dans la même dynamique que le soir. Voilà. Là, nous sommes dans un temps que les Chinois appellent le métal, les énergies baissent un peu. Vous êtes d'ailleurs courageux d'être venu écouter un conférencier à ce moment-là, oui, parce qu'on commence à être un peu fatigué. Mais vous êtes d'accord que le matin, les trucs qui la veille nous emmerdaient un peu, on va plutôt avoir envie d'en découdre. Vous voyez, donc les énergies montent, quoi. Voilà. Et puis, du coup, dans un cycle de saison, les Chinois vont dire, le bois, c'est le printemps, quoi. Voilà. Et puis les Chinois vont dire, oui, mais grandir, ça demande de la colère. Si vous n'êtes pas convaincu par cette analogie, réfléchissez à l'enfant qui apprend à marcher. Voilà. C'est un petit enfant qui apprend à marcher, et il se fout en colère, il se casse la gueule, et puis quand vous essayez de l'aider, il y a un moment où vous les envoie balader, quoi. Vous voyez, la conquête, à un moment donné, nous connecte à la colère et au besoin d'y aller. Donc il y a plein de qualités liées au bois, hein, le côté stratège, mouvement, imagination, audace, bref. Les 5 éléments dont je vous parle, ou les 5 agir, c'est également la première typologie humaine de l'histoire de l'humanité, en tout cas celle qu'on connaît. Donc, il est probable qu'au détour de ma présentation, vous vous reconnaîtrez dans l'un des 5 agir. Voilà. Le bois, hein, si vous êtes une personnalité bois, vous êtes fondamentalement marqué par la question du mouvement, d'aller toujours là où vous n'êtes pas, de vouloir toujours faire des choses nouvelles, et votre entourage régulièrement, si vous êtes bois, il vous supplie de vous calmer un peu, quoi. Voilà. Vous voyez que l'analogie en entreprise est immédiate et très simple. Ce qu'on va appeler les forces du bois en entreprise, c'est les forces de développement. Tout ce qui fait que votre entreprise doit faire des choses qu'elle n'a jamais faites. Ramener des clients qui ne vous connaissent pas. Donc la prospection, c'est du bois. Aller chercher des nouveaux pays. Aller chercher des nouveaux concepts. Aller chercher des nouveaux services. Tout ce qui est nouveau va être connoté par la question du bois. Donc vous voyez qu'une partie du marketing appartient au bois. Une partie évidemment de tout ce qui concerne la relation client dans sa dimension de la prospection, et puis la R&D, les fusions d'acquisition, enfin voilà. Et vous voyez qu'on peut nourrir par le bois de 2 façons. On en a trop, et donc on a un bois qui fait des conquêtes à plus savoir qu'en faire, et c'est justement le problème, et donc l'empire va s'effondrer, d'où la muraille de Chine. Ou bien on peut mourir parce qu'on n'a pas assez de bois, et qu'alors là pour le coup on va être conquis en retour. Hein, donc vous voyez, on va très vite toucher du doigt une autre question qui sera très très importante dans la sagesse chinoise, c'est la question de l'équilibre. Trop de bois, ça va menacer l'empire, mais pas assez de bois, ça va menacer l'empire aussi, quoi. Voilà.
La deuxième énergie, la deuxième dynamique, c'est une dynamique d'organisation. C'est la dynamique qu'on appelle le feu. Le feu, fondamentalement, les Chinois l'ont associé à l'empereur parce que l'empereur, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à regarder ce qu'il a sous la main et à essayer d'emmener l'empire au plus haut qu'on peut aller. Et les Chinois se sont rendus compte que aller au plus haut où on peut aller, et ben ça rend les hommes heureux. Voilà. Si vous êtes montagnard, à nouveau, vous comprenez ce que je veux dire. Vous êtes d'accord que quand on est dans l'ascension de la montagne, on se demande ce qu'on est venu foutre dans cette montagne. Mais quand on arrive au sommet, il y a quand même un moment où il y a quelque chose qui vraiment tressaille. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la joie. Ben, être dans la joie, finalement, c'est aller aussi haut qu'on peut. Voilà. Et du coup, vous voyez, l'image du feu est associée au soleil qui passe son temps à monter et puis à redescendre, mais du coup à remonter. Et c'est un peu le boulot de l'empereur. L'empereur, c'est celui qui doit rêver le meilleur possible pour l'empire et qui va du coup être associé au moment où le soleil culmine. Mais vous voyez à nouveau que le moment où le soleil culmine, c'est 2 minutes 30 par jour en été. C'est un moment très bref. Voilà. La joie, c'est un moment très important, mais très bref dans la vie de l'humain pour la sagesse chinoise. Il l'associe à l'été. Et vous voyez qu'en entreprise, du coup, la métaphore est très simple. Donc je vais avancer vite maintenant sur les 5 agirs pour passer aux questions qu'on peut se poser. C'est fondamentalement lié à la direction générale et au management. Et vous voyez que, du coup, très très vite, le feu va avoir des missions qu'il faudra qu'on travaille un petit peu dans nos organisations. Parce que, vous voyez, finalement, le feu, par métaphore, qu'est-ce que ça fait? Ça réchauffe, ça éclaire et ça brûle. Et du coup, si vous associez ça au management, vous avez, pour moi, les 2 missions du management et puis son point d'intérêt, son attention. Première mission, le management doit donner le sens, le feu éclaire. Deuxième mission, le management doit donner envie, le feu réchauffe, ça motive, ça met en mouvement. Mais le management doit trouver la bonne distance. Voilà. Si vous êtes en tant que manager toujours sur le dos de vos collaborateurs, vous allez les brûler. Si vous n'êtes jamais avec eux, vous allez les refroidir, ils vont être dans un état de manque. Et donc, trouver la bonne distance à ses collaborateurs, c'est une question qui est d'autant plus difficile et passionnante que vos collaborateurs n'ont pas tous besoin de vous au même moment, à la même distance. Donc ça va vous donner en plus un challenge, en vous souvenant quand même que sur le fond, le feu, c'est 2 minutes 30 par jour. Autrement dit, si vous passez trop de temps comme patron dans vos équipes, il y a un moment où vous allez fatiguer vos équipes. Voilà. Donc vous voyez, le feu a organisé ce que le bois avait conquis d'une certaine façon. Ouais, mais quand l'empereur a parlé, quand le manager a parlé, vous êtes bien d'accord qu'il n'y a rien qui est fait. Et du coup, il faut réaliser. La mission de réalisation, elle est liée à la question de la Terre en Chine. La Terre, pendant très longtemps, elle a été dessinée au centre des 5 éléments parce que c'est plus important pour la Chine. Dans la culture chinoise, la Terre, c'est les paysans. C'est ceux qui bossent au quotidien et qui font les choses humblement. Et donc, vous voyez, la Terre, elle est associée à l'idée de la réalisation, oui, mais en voulant passer du bon temps. Ce que la Chine a aussi modélisé, c'est que l'être humain, la plupart du temps, il fait beaucoup de choses si il le fait dans une ambiance agréable. Voilà. Et donc, vous voyez, la Terre, elle va être liée à tout ce qui va permettre de faire médiation, de rassembler des choses qui sont différentes et qu'on va essayer d'unifier. À nouveau, réfléchissez à la métaphore de la Terre, vous mettez en terre un minéral, un végétal, un animal, vous attendez suffisamment longtemps, tout est devenu semblable. Donc la Terre, elle a cette puissance conciliatrice de tout réduire à elle-même et de faire que tout va finir par lui ressembler alors qu'au départ, tout était différent fondamentalement. Et donc vous voyez, la Terre, elle est porteuse de questions de ramener dans le réel, de faire concrètement les choses et de faire bien les choses parce que le rêve dont elle hérite, le rêve de l'empereur, c'est un très beau rêve, mais elle, ce qu'elle va faire, c'est dans le concret et du coup, vous voyez, la réalité menace toujours d'être un peu en dessous de ce que l'empereur a rêvé et du coup, la Terre, elle est connectée à l'inquiétude fondamentalement, c'est-à-dire à cette peur de ne pas faire aussi bien que ce qu'elle aurait dû. Si vous êtes une personnalité Terre, vous n'aimez pas le conflit, vous n'aimez pas le dissensus, vous essayez de le résoudre, et en même temps, si vous êtes une personnalité Terre, vous savez que le temps joue son rôle. Voilà. Vous voyez, la Terre, elle est parfois malmenée dans notre culture, parce qu'on est dans un rapport au temps qui est hyper violent. Voilà. C'est-à-dire qu'on vous dit banalement, voilà un gland, je reviens dans 3 jours et je m'enchaîne centenaire. Vous voyez, la Terre, elle est un peu mal à l'aise devant ce type d'exigence aujourd'hui d'un rapport au temps qui est proprement délirant.
Et vous voyez aussi que, du coup, en entreprise, la métaphore de la terre, c'est l'essence même de l'entreprise, c'est-à-dire ce que je ne peux pas enlever, au fond. Je peux changer d'équipe dirigeant, en chinois, ça se dira changer de feu. Je peux changer les forces de développement, en chinois, ça se dira changer de bois. Mais je ne peux pas enlever du jour au lendemain tous les hommes et tous les clients. Voilà, donc le cœur de l'entreprise, pour les Chinois, c'est l'homme et les clients. Et donc vous voyez déjà que les Chinois, vous savez, ils sont des très bons commerçants. Ils vous disent de façon extrêmement claire, conquérir et fidéliser, c'est deux choses qui n'ont rien à voir, puisque la conquête, c'est sous les auspices du bois, donc de la guerre, donc de la colère, alors que fidéliser, c'est sous les auspices de l'amour, donc d'une posture qui n'a plus rien à voir avec celle de la guerre. Et donc, là encore, vous allez voir, on va avoir quelques questions à poser à nos entreprises, parce que notre monde a tendance aujourd'hui, mais c'est peut-être pas comme ça dans votre entreprise, hein, mais notre monde a tendance à survaloriser la conquête par rapport à la fille. Et du coup, il y a plein d'univers où quand vous êtes un client, vous êtes réputé, être plumable à souhait par exemple, alors que quand vous êtes prospect, vous êtes désirable à souhait. Et nos entreprises font des fois des contorsions étonnantes pour ramener des nouveaux clients qu'elles ne s'autorisent absolument pas pour garder leurs clients. Et ça, dans la durée longue, c'est quand même un mystère pour le commerce en tout cas, dont on pourra parler. Alors vous voyez, la Terre a réalisé, oui mais dans ce que la Terre fait, tout ne marche pas aussi bien que le feu a rêvé. Et du coup, il y a une dynamique qui est celle dans laquelle on est en ce moment en termes de temps. C'est l'idée qu'il y a des moments où il faut relever les compteurs. Alors pour la Chine, on relève les compteurs à certains moments dans l'année et à certains moments dans la journée. Le moment où on relève les compteurs dans la journée, c'est la fin de journée. Voilà. Parce que pour les Chinois, ce serait complètement idiot d'évaluer une journée tant qu'elle n'est pas finie. Voilà, c'est des trucs de bon sens, hein, c'est ça que je veux dire. Et ce serait idiot pour un vigneron d'envoyer les vendangeurs récolter les fleurs au printemps. Voilà. Donc, vous voyez, l'idée c'est de dire à quel moment est-ce que je fais passer le métal étant cette dynamique, cette force, cette proposition qui va dire dans tout ce que la Terre a produit, quel est l'essentiel. Et l'essentiel, alors là oui, pour le métal, c'est très important de le conserver dans l'empire. Et donc vous voyez, le boulot du métal, c'est quelque chose là aussi qu'il faut qu'on médite en entreprise, c'est qu'un empire durable est un empire qui régulièrement redevient plus petit qu'il n'est. Vous voyez, l'idée de dire, à certains moments, il faut que je me contracte sur l'essentiel et que j'abandonne un certain nombre de trucs qui ne marchent pas. Réfléchissez à nouveau à vos propres entreprises. Ne me dites pas qu'il n'y a pas des projets à la con qui traînent depuis des années, qui n'avancent pas et qu'on n'arrive pas à arrêter. Voilà. Ben, vous voyez là, on est dans ce qu'on va appeler un défaut de métal. On aurait dû dire à un moment donné, ça ne marche pas, il faut arrêter. Et puis, au contraire, vous pouvez avoir à nouveau un excès de métal. Vous pouvez avoir une entreprise dans laquelle tout ce qui est nouveau est suspect, et avant même que c'est commencé à pousser, eh ben on l'arrête, quoi. Voilà. Donc vous voyez là, ces deux maladies du métal, une qui est une maladie par défaut, et une qui est une maladie par excès. Ça marche dans tous les éléments. On peut chaque fois dire, il y en a trop, il n'y en a pas assez. Mais en tout cas, vous voyez, dans l'entreprise, le métal, il va être lié à tout ce qui mesure objectivement les choses. Et donc, le contrôle de gestion, la compta, la finance, le juridique, mais aussi, vous voyez, tout ce qui va avoir dans l'entreprise des réponses un peu binaires, du style ça marche ou ça marche pas. Donc je mets l'informatique et la logistique. Évidemment, en informatique et en logistique, vous avez une grande partie du temps qui est un temps de terre, au sens où on travaille, on produit. Mais à la fin, vous avez ou pas livré votre colis, votre programme il tourne ou il ne tourne pas. Et donc vous voyez, il y a cette dynamique un peu binaire du oui ou du non. Le métal, il est lié à la fin d'après-midi, il est lié à l'automne, donc au moment où les énergies sont descendantes, et puis il est lié à la renonciation, donc à la tristesse. Et savoir renoncer, savoir dire à certains moments, ça ne marche pas, j'arrête, c'est une ressource précieuse. Vous noterez à nouveau que cette interrogation de l'entreprise à partir des émotions est une interrogation que moi je trouve très intéressante et qu'on ne fait pas forcément spontanément aujourd'hui. Voilà. Ça me conduit déjà tout de suite, vous voyez, à dire, quand on regarde une journée passée ou une année passée, il y a des moments qui sont sous les auspices du bois, du feu, du métal, etc. Et donc, je sais que cette réflexion, elle paraît toujours un peu mystico-gazeuse quand on la découvre la première fois, mais l'idée c'est de dire, ne mettons pas dans une journée nos réunions à n'importe quel moment en fonction de leur thématique. Voilà. Si vous êtes dans une réunion qui doit produire du nouveau,
mettez-la le matin. Parce que le matin, les gens sont dans la posture d'inventer des choses auxquelles ils n'ont jamais pensé. Et si vous êtes dans une réunion qui doit faire des arbitrages, mais mettez-la le soir. Parce que le soir, les gens sont d'accord pour relever les compteurs. Et donc là, vous voyez, on peut fluidifier des choses. Alors vous êtes d'accord que si vous allez dire à votre chef brutalement, chef, c'est de la créa, donc on fait le matin, il va vous regarder au début d'un œil bizarre. C'est bien par analogie qu'il faut y arriver. Donc il faut prendre un peu le temps de le faire. Mais en tout cas, l'idée de dire, n'allons pas trop vite pour bypasser des rythmes un peu essentiels au vivant, ça me paraît être une question intéressante à ouvrir en entreprise. Voilà. Il y a un rythme multimillénaire constaté en Chine pour le vivant. Si on veut que nos entreprises soient vivantes, peut-être faut-il qu'elles s'inspirent par analogie de ce type de questions. Et puis vous voyez que nous, les Occidentaux, quand on a fini notre soirée, là, qu'on a relevé des compteurs, on va se coucher et on ne pense pas forcément à en parler. Et en Chine, la nuit est une dynamique absolument essentielle. Vous savez que dans la vie, elle l'est aussi, parce que si vous ne dormez pas, ça ne dure pas longtemps. Mais vous voyez bien que dans la sagesse chinoise, c'est l'histoire du yin et du yang. La nuit, c'est ce qui va devenir le jour. Et le jour, c'est bien ce qui va devenir la nuit. Et donc, si vous avez du jour, forcément, vous avez de la nuit. Donc, il y avait à un moment donné une dynamique qui devait apparaître et qui est l'eau. Et l'eau, c'est la dynamique du faire circuler. Alors, faire circuler, c'est pas évident. Mais du coup, c'est je transmets. Mais vous voyez que si je transmets, il y a un présupposé, c'est que j'ai reçu quelque chose. Sinon, je peux rien transmettre. Et donc, vous voyez, le mouvement que l'eau fait, c'est un mouvement de dire je récolte et je renvoie. Je fais passer dans l'empire. Je fais en sorte d'être le relais. Alors, l'eau, vous voyez, dans la sagesse chinoise, c'est le personnage du sage, de l'ancien, qui est celui, autrement dit, qui a de l'expérience. Et l'expérience en Chine, c'est un trésor. C'est un trésor qui fait que plus vous êtes âgé, plus vous êtes respecté. Voilà. Il y a plein d'entreprises qui envoient des petits jeunes faire je dis ça, pas ça pour être énervant à l'élec, mais qui envoient des petits jeunes faire des trucs intéressants en Chine, mais plus vous êtes vu en Chine, plus vous avez d'autorité. Voilà. Et quand on est jeune en Chine, un des problèmes qu'on a affrontés, c'est qu'on n'est pas forcément crédible. Voilà. Par contre, si je suis vieux, alors là oui, j'ai de la crédibilité, tout simplement parce que j'ai vécu des choses. Si vous connaissez un peu le Yi Jing, vous savez que le grand livre de la sagesse chinoise, il dit la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change tout le temps. Cette idée très très importante dans la sagesse chinoise, c'est que le mouvement est permanent. Voilà. Mais en même temps, le Yi Jing dit oui, mais finalement, il y a 64 situations types dans le réel. Quoi. Vous voyez ? Et à nouveau, on retrouve une idée qui est apparue en sciences de la complexité, qu'on appelle les attracteurs étranges. Le Yi King, au fond, c'est la modélisation d'un changement qui n'arrête pas d'être à l'œuvre, donc tout change tout le temps, oui, mais qui passe sans arrêt par des choses qui se répètent, parce que la situation, c'est l'une des 64 situations possibles. Par contre, ça ne s'arrêtera jamais à une seule des situations. Vous voyez, cette idée que tout change tout le temps. Et donc l'ancien, le vieillard, l'ancêtre, le sage, c'est celui qui a de l'expérience. Vous voyez bien à nouveau que dans nos entreprises, c'est un rapport paradoxal qu'on a avec les anciens, puisque les anciens, on les regarde en général comme un coût qui devient exorbitant. Et on dit qu'on ne veut plus de vieux dans nos entreprises. Réfléchissez-y, dans notre culture non plus, on n'est pas toujours à l'aise avec ce que l'on peut faire des anciens. Et là-dessus, la Chine a pas mal de choses à nous apprendre. Vous voyez, comme l'ancien, c'est quelqu'un qui a plein d'expérience et qui doit la rejouer, qui doit accepter que l'Empire s'en empare pour en faire autre chose. L'ancien, c'est celui qui a peur. Voilà. C'est celui qui va risquer ce qu'il possède. Et donc qui va avoir peur, fondamentalement. Si vous allez parler d'un projet à un sage, il va vous dire « Oula, fais gaffe à ceci, fais gaffe à cela ». Enfin, vous voyez, la sagesse conduit à mettre des alertes, à être connecté à la peur. Et donc, vous voyez, comme entreprise, à nouveau, la métaphore est très simple à faire. Qu'est-ce qu'elle veut de l'entreprise ? C'est richesse. Et ces richesses, c'est quoi ? C'est le capital matériel et le capital immatériel. Le capital matériel, c'est l'actionnaire. Le capital immatériel, c'est tout ce qui fait que votre entreprise, elle vaut plus cher que son capital actif. Autrement dit, c'est ses marques, ses brevets, ses savoir-faire, sa culture. Ce qui fait que l'entreprise a acquis au fond des choses qu'elle seule possède et qui la rendent unique. Ça, c'est sa richesse. Donc, vous voyez à nouveau, pas assez d'eau, ben, vous n'allez pas avoir de moyens. Trop d'eau, et ben, vous allez vraiment vous noyer, c'est-à dire que vous allez vous perdre à un moment donné dans l'ensemble des possibles. Parce que l'eau, on verra que, vous voyez, comme elle est associée à la nuit et à l'hiver, en Chine, on va dire, l'eau ne doit pas être vue. Voilà.
Et ça, quand on réfléchit à la place de l'actionnaire, vous allez voir que ça va donner pas mal de pistes assez intéressantes. Alors, les 5 agirs, vous voyez, je vais en arriver à mes questions. Au fond, c'est une façon très simple de regarder le vivant en disant, au fond, dans le vivant, il y a une pulsion de croissance, il y a une pulsion d'organisation et de sens, il y a une pulsion de réalisation, il y a une pulsion de mesure et il y a une pulsion de récolter et de faire passer. Ça peut être associé à une journée, ça peut être associé à une année, ça peut être associé à une vie. Vous voyez bien que on est un jeune adulte, jusqu'à la posture de jeune adulte, on est dans le bois, on grandit, on apprend, on fait sans arrêt des choses qu'on n'a jamais faites. Vers 20 ans, on rêve sa vie, on a des idéaux en général. Ce qui est dramatique quand on a 20 ans, c'est pas qu'on veut changer le monde, c'est qu'on ne veut pas le changer, quoi. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il faut avoir des rêves à ce moment-là. Oui, mais il y a un moment où il faut quitter ses rêves pour aller dans le concret du réel. Donc vous voyez, je sais pas, de 20 à 40 ans, il faut faire ce qu'on a rêvé, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est la Terre. Et puis vers 40 ans ou 50 ans, vous avez ce qu'on appelle la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, c'est-à-dire le moment où on se dit, mais est-ce que ce que je vis, c'est bien ce que je veux vivre? Parce qu'en gros, quand on nous dit à 20 ans qu'on va mourir, ça nous fait marrer. Quand on nous le dit à 50, ça ne nous fait plus rire du tout. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand même où on se dit, oui, ça va finir par s'arrêter. Donc il y a bien un moment où c'est intéressant que je me demande si ce que je vis, c'est bien ce que je veux vivre. Et ça, vous voyez, c'est une question très métal, quoi. C'est quoi tes priorités? C'est quoi l'essentiel pour toi? Si tu vis l'essentiel, change rien, garde ta vie comme elle est. Si tu vis pas l'essentiel, arbitre pour que ta vie soit ce que tu veux qu'elle soit. Et vous voyez, c'est ça l'idée du métal. Et alors vous rentrez dans l'eau, puisque vous vivez la vie que vous avez envie de vivre, vous êtes dans une forme de paix et de sagesse. Vous avez de l'inquiétude pour le monde, mais vous voyez, vous êtes dans une forme de paix intérieure, en tout cas. Voilà, de paix avec vous-même. Alors, ces 5 dynamiques, donc vous avez vu qu'elles sont très faciles à transposer en entreprise, elles sont régies par 2 lois qui sont hyper simples à comprendre parce que c'est des lois de la nature, c'est pas des lois de la complexité. Vous voyez, l'eau, son boulot pour la Chine, c'est de se donner au bois. Si vous voulez un jardin, il faut que vous arrosiez. Vous voyez, c'est une réflexion de paysan. Le bois, il faut qu'il se donne au feu. Ça, c'est une idée de scout, on pourrait dire. Vous voyez, si vous voulez un beau feu de bois, amenez du bois qui soit sec, et vous verrez, ça marche bien. Il faut que le feu arrête de brûler pour que la cendre puisse féconder la terre. Donc l'honneur du feu, vous voyez, c'est de se donner à la terre. La terre, vous vous rappelez, c'est ce qui rend tout semblable à elle-même. Ouais, mais du coup, il y a un truc que la terre n'arrive pas à résoudre, c'est le métal. Le métal, il va sortir de la terre sous forme de mine, parce que la terre, justement, n'arrivera pas à le dissoudre en alcaloïde, en ce qu'elle est elle-même. Et donc la terre, elle donne naissance au métal, et le métal, c'est celui qui va pouvoir tenir l'eau dans cette histoire, et donc c'est celui qui va pouvoir condenser l'eau qui sinon va partir soit sous forme de nuage, soit sous forme de fleuve. Donc le métal va pouvoir la condenser. Alors vous voyez que là, nous les Occidentaux, on est quand même assez contents de ça, parce qu'il y a des liens déductifs. L'eau implique le bois implique le feu, tout ça va bien, on est content. Oui, mais d'abord on boucle. Alors ça c'est emmerdant un peu pour nous, parce qu'on dit, ouais, mais qui c'est le chef du coup? Vous voyez, moi j'aimerais bien, s'il y en a 5, pourvu qu'il y ait un chef, ça me va, vous voyez. Et là tout de suite, la sagesse chinoise dit, il n'y en a pas, parce que si tu en enlèves un, ça va mal se finir pour les autres. Donc tous ont un rôle à un moment donné. Et d'ailleurs, quand on va parler du rôle prépondérant de l'un d'entre eux, on dira, bah oui, c'est sa saison, quoi. Voilà. C'est-à-dire, au printemps, le plus important, c'est le bois. En automne, le plus important, c'est le métal. Vous voyez, et ainsi de suite. Et donc, si c'est pas l'automne et que je suis métal, il ne faut pas que je m'inquiète, ça sera bientôt mon heure, quoi. Voilà, ça va finir par arriver. Et donc, quand c'est l'heure du métal, eh ben oui, c'est le métal qui commande. Mais le reste du temps, il fout la paix au reste de l'Empire. Vous voyez, il est dans une posture plus discrète. Et donc, mais là où les Chinois sont allés plus vite, plus loin sur cette compréhension de ce qu'est le vivant, c'est qu'ils ont très bien compris un truc, c'est que si l'eau doit se donner au bois, donc vous voyez bien qu'en entreprise, ça donne quoi? Ça donne l'actionnaire doit financer le développement. Quand vous êtes actionnaire, vous êtes bien au courant de cette histoire. Hein. Et quand vous êtes actionnaire, vous vous rappelez, l'eau, c'est la peur. Donc si vous avez des actionnaires à piloter, entre parenthèses, n'espérez jamais les rassurer. Vos actionnaires, ils sont payés pour avoir peur. Ils sont là pour risquer le capital. Dans quoi? Mais dans le développement. Parce que c'est que dans le développement qu'on risque. Vous êtes d'accord que dans les métiers qu'on connaît, on sait ce que ça va donner. Donc là, il n'y a pas de risque en tant que tel. La peur, elle naît bien du fait que le bois va manger l'eau, quoi. Et que quand vous faites un développement, vous pouvez engloutir une bonne partie du pognon que vous avez mis dans votre développement. Du coup, les Chinois disent, ok, l'eau doit se donner au bois, encore faut-il que le bois vienne donner un peu envie à l'eau de se donner à lui. Vous voyez, il y a une espèce de boucle de rétroaction, on dit en systémique, qui se dessine comme ça, c'est-à-dire, ok, l'eau, si elle n'est pas parjure à sa mission, elle doit se risquer dans le bois qui va la manger, encore faut-il que le bois lui ait clairement expliqué ce qu'il va faire.
De même, le bois doit ramener des conquêtes utiles à l'Empire. Vous vous rappelez, le bois c'est la conquête. Ouais, encore faut-il que le patron ait dit qu'est-ce qui est utile en ce moment. Je le fais dans l'autre sens. Donc l'eau, vous vous rappelez, il faut qu'elle garde de la richesse pour que le métal coupe les trucs qui ne marchent pas. Mais encore faut-il que l'eau dise ce qu'elle veut comme richesse. Et là encore, hein, on est dans un monde où quelquefois l'actionnaire dit qu'il veut tout en même temps. Il dit qu'il veut du pognon, des parts de marché, des nouveaux pays, des nouveaux projets, des nouveaux services. Si tu veux tout, tu n'auras rien, dit la Chine. La terre doit nourrir le métal. En entreprise, comment ça se traduit? Ça, c'est l'idée que la terre doit faire de la belle ouvrage. Vous vous rappelez, le métal, il va enlever ce qui ne marche pas. Oui, mais moins il a enlevé, mieux l'entreprise se porte. Et donc, plus la terre va faire de la belle ouvrage, au sens où disaient l'employé des compagnons avant, plus la terre va faire de la belle ouvrage, moins le métal aura de boulot à faire. Et donc, plus le métal sera content. Oui, mais encore faut-il que le métal prévienne la terre de l'endroit où elle va se planter. Voilà, parce que vous savez très bien, si vous êtes une personnalité métal, que vous voyez venir les problèmes avant qu'ils arrivent, quoi. Vous voyez, une des qualités essentielles du métal, c'est le discernement. Donc le métal, il vous dit, dans ce projet-là, je peux dire que c'est là et que c'est là que ça va merder. Alors ça énerve beaucoup le bois, parce que le bois, il voudrait faire, et puis il pense que ça va bien marcher, et le métal a souvent raison, quoi. Voilà. Vous voyez, il faut que le métal le prévienne. Le feu doit nourrir la terre. Qu'est-ce que ça veut dire en entreprise? Ça veut dire que vous devez, en tant que manager, vous préoccuper de la joie de vos collaborateurs. Voilà. Dit brutalement. Autrement dit, qu'est-ce qui rend un collaborateur heureux? Et bien, qu'est-ce qui rend un collaborateur heureux? Vous vous rappelez, c'est d'aller au sommet de la montagne. Et qu'est-ce que ça veut dire aller au sommet de la montagne quand on est en entreprise? Ça veut dire être utilisé pour ses talents et pas pour ses compétences. Voilà. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de compétences, hein. Mais ça veut dire que ce qui va me rendre heureux, c'est que j'utilise mes talents. Réfléchissez-y. Si je suis un cabinet de recrutement et que je vous recrute en disant « je te préviens, je t'ai choisi », mais sous-entendu, je ne le dirai évidemment pas comme ça, mais n'importe quel autre connard que toi que je vais former pourrait faire le même métier que tu vas faire, et bien ça, c'est pas motivant. Voilà. Ce qui vous motive, c'est pas que n'importe qui d'autre va faire ce qu'on va me confier, même en me formant. Ce qui me motive, c'est qu'on me dise un jour, Olivier, je te recrute toi parce que j'ai vu un truc que tu as et que je n'ai pas vu chez les autres. Et mon boulot, c'est de t'employer à ce que ce talent-là, tu l'utilises. Et vous voyez que cette réflexion-là, elle nous pose très très vite un autre problème en tant que latin. Vous vous rappelez, je vous l'évoquais en intro, c'est que nous, on est champion du monde pour voir ce qui ne va pas. Et donc moi, si je me présente à vous, en tant que latin, très très vite, vous allez dire, oh, putain, lui, alors ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et je vous informe que vous aurez raison. C'est vrai, vous allez voir mes points faibles, et vous aurez raison. Mais je m'en fous de mes points faibles. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que j'ai à amener d'intéressant à l'Empire. Vous voyez bien que c'est pas sur ce qui va pas que vous allez pouvoir me faire confiance, c'est sur ce qui va bien. Et l'intérêt de l'Empire, c'est d'utiliser les excellences de ses collaborateurs, pas les points faibles. À nouveau, réfléchissez-y, on est, nous, dans notre culture, très enclin, notamment dans nos entretiens annuels d'évaluation, si vous voyez ce que je veux dire, donc le temps du métal, à faire rapidement mention du fait qu'il y a des trucs qui vont bien, parce qu'on nous l'a dit dans la feuille, hein, qu'il fallait nommer les trucs. Mais enfin, on passe du temps sur ce qui ne va pas, sur les plans de remédiation, sur la formation qu'on va mettre, vous voyez, voilà. Et donc, moi, je vous le dis, si je suis très très mauvais dans un domaine, c'est probablement pas là que je vais apprendre le plus vite, quoi. Voilà. Par contre, si je suis très très bon dans un domaine, c'est certainement là que je vais devenir excellent assez facilement. Et donc, vous voyez, le feu doit nourrir la terre de ce point de vue-là. Vous devez donner à vos collaborateurs ce qui va les rendre heureux. Ok, mais vous n'êtes pas en tant que manager avec la science infuse, encore faut-il que vos collaborateurs vous disent ce qui les rend heureux. Et donc, vous voyez que cette question-là, elle est à nouveau déroutante, hein, dans notre culture. Si vous dites à un collaborateur, c'est quoi tes domaines d'excellence? S'il est latin, eh ben, il a besoin de réfléchir, quoi. Voilà. Alors que si vous dites à un collaborateur, dis-moi les endroits où tu es bien mauvais, vous allez voir, les gens ils sortent une liste hallucinante. Donc, vous voyez, on est à l'aise avec ce qui ne va pas, on est mal à l'aise avec ce qui va. C'est une vraie conquête qu'il faut qu'on affronte un peu, ça. Parce que, encore une fois, je ne dis pas que je n'ai pas de points faibles, hein, mais je dis ça n'est pas mes points faibles qui vont faire que j'ai une place dans l'Empire. Ce qui va faire que je trouve une place dans le système dans lequel je vais m'insérer, c'est qu'à un moment donné, les gens puissent se dire, ah mais là-dessus, heureusement, il y a Olivier qui est là. Et pas, mais qu'est-ce qu'on va foutre au moment où Olivier va faire ce truc? Vous voyez bien que c'est pas du tout la même posture. Puis je vous l'ai dit, hein, le bois doit ramener des choses utiles au feu. Autrement dit, les conquêtes doivent être utiles au projet du feu, à la vision. Hein, derrière le feu, il y a la notion de sens, de vision. Oui, mais encore faut-il que le feu dise au bois ce qu'il veut. Parce que vous vous rappelez, le bois, c'est un guerrier, c'est un général, c'est un conquérant. Donc si, dans votre entreprise, vous n'avez pas dit clairement ce que vous vouliez que le bois conquiert, le bois va conquérir des trucs qui l'intéressent lui, mais qui n'intéressent pas forcément l'Empire. Voilà.
Et donc, il faut qu'un projet vienne finaliser, vous voyez la flèche dans l'autre sens, hein, la flèche la plus grosse, on pourrait la lire en disant doit nourrir, la flèche dans l'autre sens, c'est doit finaliser, doit donner envie, doit motiver. Donc ça c'est la deuxième loi, après la loi d'existence, hein, les 5 agirs doivent exister, ensuite ils doivent se co-engendrer, et la troisième loi c'est qu'ils doivent se contrôler. Et cette loi-là, elle est très déroutante pour nous parce que vous vous rappelez, on a besoin, nous, d'un chef dans notre culture. On aimerait bien que s'il y en a 5, il y en ait un qui commande. Et vous voyez, les Chinois qui à nouveau sont très pragmatiques, on dit l'eau commande le feu. Pourquoi ? Parce que si tu veux éteindre un feu, tu balances un seau de flotte sur le feu. C'est pas plus. Vous voyez, ça ne va pas chercher plus loin, c'est concret. Oui, et du coup, vous êtes d'accord qu'en entreprise, l'actionnaire nomme les équipes dirigeantes. Ça pose aucun problème à l'actionnaire de découvrir le modèle en commençant par lui. Jusqu'aux 2 dernières questions, vous verrez. Le feu commande le métal. Ben oui, parce que le feu, vous vous rappelez, c'est celui qui a un projet, c'est celui qui donne le sens. Et vous savez très bien, si vous avez été par exemple directeur marketing, qu'à certains moments, vous avez un directeur juridique qui ne veut pas que vous fassiez une pub. Ça vous rappellera peut-être des souvenirs. Et votre seul recours quand le juridique bloque, c'est que le DG dise je prends le risque. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Si le DG prend le risque, il dit au métal, ok, j'assume. Mais si j'assume, du coup, tu laisses passer un truc que tu aurais censuré sinon. Et donc, vous voyez, le feu commande le métal. Voilà, il suffit d'être forgeron, en fait, hein, pour comprendre pourquoi. Mais ça marche aussi très bien en entreprise. Le métal, vous venez de comprendre, il commande au bois. Il suffit d'être jardinier pour comprendre ça. Et encore une fois, en entreprise, vous devez valider hein, les choses nouvelles que vous voulez faire devant le juridique et devant le financier. Quoi. Voilà. Mais c'est à nouveau plutôt du bon sens. Hein. Voilà. Le bois commande la terre, alors ça c'est un lien à nouveau qu'on comprend bien intuitivement, parce que si vous plantez pas une terre, elle va disparaître, elle va être érodée, donc le bois la tient, et de ce point de vue-là, il la contrôle. Oui, mais en entreprise, ça veut dire que la conquête va tenir la file. Autrement dit, que si vous voulez développer de la conquête, vous allez malmener vos hommes et vos clients. Derrière cette idée, il y aurait une idée très très importante, c'est que lorsque vous voulez croître, et vous savez qu'on est beaucoup dans la notion de croissance aujourd'hui dans nos entreprises, lorsque vous voulez croître, vous allez être obligé d'assumer le fait que ça ne va pas bien se passer ni pour les hommes ni pour les clients, ils vont même mourir. Quoi. Voilà. Hein, il va y avoir de la casse. Quoi. Et enfin, la dernière que j'aime bien partager avec les actionnaires, c'est que la Terre tient l'eau normalement. Alors pourquoi ? Parce que vous vous rappelez, l'eau en Chine, c'est les fleuves et les nuages. Donc les nuages, on ne peut pas en faire grand-chose, mais le fleuve, il est tenu par la Terre. La Terre, c'est ce qui tient l'eau. Et du coup, dans l'entreprise, les actionnaires, s'ils veulent que leur empire soit durable, doivent obéir à leurs hommes et à leurs clients. Et vous allez voir que cette grande question-là, elle ouvre beaucoup de réflexions sur une des maladies aujourd'hui hein, de nos organisations, c'est que dans un certain nombre de nos organisations, les actionnaires se sont considérés comme extérieurs au système et considèrent qu'ils peuvent le piller pendant un moment et puis aller avoir ailleurs s'ils n'y sont pas. Et donc il y a un rapport de prédateur aujourd'hui de l'eau qui rend un empire exsangue et puis qui le laisse tomber. Quoi. Voilà. Et donc ça, évidemment, dans la sagesse du vivant, c'est quelque chose qui est absolument pas possible. Donc vous voyez que, encore une fois, par analogie, on fait une transposition très intuitive du modèle, et encore une fois, la pensée chinoise est intéressante, précisément parce qu'elle est analogique. Donc il n'y a rien de scientifique dans ce que je vous dis. C'est uniquement des images et des analogies. Par contre, maintenant, on va prendre ce modèle au sérieux, et vous allez voir, on va se poser des questions. Et je vous propose 5 entrées, au fond, hein, pour réfléchir à ce qu'on a appelé l'antidote à la crise. Autrement dit, comment retrouver une entreprise dans laquelle on a envie d'être, quoi. On a envie d'être et d'être heureux. Je vous rappelle que pour les Chinois, ça peut être rassurant aujourd'hui quand on les voit conquérants, les Chinois imaginent que l'homme a envie d'être heureux, quoi. Voilà. Ça fait aussi des fois du bien de se rappeler quelques évidences. Alors d'abord, pendant plus de 5000 ans, quand on a voulu représenter les 5 agirs ou les 5 éléments, on a mis les hommes au centre. Sauf que vous voyez bien que mes flèches, là, qui marchent très bien quand elles sont en pentagramme, quand vous les mettez là-dedans, ça devient invisible. Hein. Mais par contre, vous voyez, les hommes sont au centre. Le plus important dans l'Empire, c'est les paysans. Les paysans, c'est 99% des Chinois pendant des années. Et le gros challenge du feu en Chine, hein, le premier challenge de l'empereur, c'est de faire bouffer les gens. Parce que si vous voulez que les gens soient heureux, il faut qu'ils aient à manger. Et quand vous êtes 1,3 milliard de personnes, manger 2 fois par jour, c'est un vrai challenge. Mais vous voyez, les hommes sont au centre avec les clients. Et du coup, à nouveau, hein, les questions qu'on peut se poser concernant les hommes, d'abord, c'est la redécouverte de l'importance du collaborateur
avant l'importance du client. On est dans des entreprises qui se sont beaucoup structurées avec l'idée que le client était roi. Et le client est roi, c'est une idée qui a amené les collaborateurs, ou certains collaborateurs, à avoir une vie personnelle impossible. Voilà. Moi, j'ai travaillé longtemps dans la distribution. Dans la distribution, vous avez des gens qui travaillent à temps partiel, dont les horaires changent toutes les semaines, donc ils ne peuvent pas avoir un autre employeur. Et bien, à un moment donné, si je ne peux pas nourrir avec mon travail les enfants que j'ai, la famille que j'ai, il y a un moment où les clients, ils m'emmerdent. Vous voyez, pour être clair. C'est-à-dire, voilà. Et donc, si vous voulez que je prenne soin de mes clients, il faut encore que mon organisation prenne soin de moi et qu'elle me donne des conditions décentes pour vivre. Ensuite, je serai heureux en entreprise si j'utilise mes talents, pas si je suis mis sur mes zones de progrès. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas envie de progresser, mais j'ai besoin d'être talentueux. Ensuite, la question des hommes qu'on remet au centre pose immédiatement la question des talents. Et la question de la confiance. Et la question de la confiance, c'est une question qui est devenue majeure dans nos organisations, parce que même si ce n'est pas comme ça qu'elle se présente, nos organisations sont aujourd'hui dans une place qui relève du fait qu'on ne fait pas confiance aux hommes qui s'y trouvent. Et je le redis, c'est toujours la même blague, hein. Je suis désolé pour ceux qui je l'ai déjà faite, il y en a dans la salle, mais contrairement à ce qu'on nous a appris en sciences du management, la confiance exclut le contrôle. Réfléchissez-y. Mais si vous faites suivre votre mari ou votre femme pendant 6 mois par un détective privé, et puis qu'au bout de 6 mois, vous faites un petit débrief à la maison avec un PowerPoint, hein, en disant mon amour, ça fait 6 mois que je te fais suivre, et donc on va regarder ce que tu as fait, la confiance exclut le contrôle, vous verrez que votre briefing va mal se passer, quoi. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr que la confiance exclut le contrôle, mais que la confiance ne se donne pas à n'importe qui, n'importe comment. Et donc, je vous le souhaite en tout cas, vous n'avez pas épousé votre mari ou votre femme comme ça. Voilà. Vous avez pris un peu le temps de vérifier, quoi. Voilà. Et donc, une fois que la vérification est faite, vous avez confiance, et là, vous arrêtez de contrôler. Mais si vous n'arrêtez pas de contrôler, je vous dis, c'est que vous n'avez pas confiance. Voilà. Ça s'appelle la jalousie, hein, dans le couple, et c'est une maladie. Hein. Voilà, c'est pas... en 5 minutes, mais au bout d'un moment, c'est fatigant quand même. Quoi. Voilà. Et donc, une dernière question qu'on peut se poser du point de vue de la Chine et qui me paraît très intéressante, c'est de dire le premier devoir de l'empereur, et en Chine, vous êtes votre propre empereur. Le premier devoir de l'empereur, c'est d'aller bien. Voilà. Parce que ce que les Chinois ont compris, c'est que si l'empereur commence son discours en disant on va tous crever, on va dans le mur, c'est la catastrophe, il n'y aura plus à bouffer, ça va mal se passer, et bien que si l'empereur tient ce discours-là, très très vite, l'impact sur les hommes est considérable. Et du coup, le devoir de l'empereur, c'est d'imaginer un réel désirable. C'est d'avoir envie d'y aller. Et c'est de donner envie d'y aller. Et oui, mais pour ça, il faut que lui-même aille bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc l'empereur, c'est comment est-ce que dans votre vie, vous prenez soin de vous-même pour que quand vous êtes en particulier en entreprise, mais aussi dans votre famille, mais aussi dans vos projets, vous alliez bien. Voilà. Mais votre premier devoir, vous voyez, en Chine, quand vous rentrez dans le collectif, c'est de donner votre meilleur visage au collectif. C'est d'amener ce que vous avez de meilleur, mobilisé pour l'équipe que vous allez rencontrer. Et cette question-là, elle passe évidemment par le fait de prendre soin de soi. Et de prendre soin de soi d'abord, pour pouvoir après éventuellement prendre soin de sa femme, de son mari, de ses enfants, de ses collaborateurs, de son chef, de ce que vous voulez. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui est premier, c'est je dois prendre soin de moi. Pareil, vous voyez bien que quand on réfléchit à cette question sur les clients maintenant, en disant oui mais les clients sont aussi au centre. Simplement j'insiste un peu plus parce que les collaborateurs n'étaient pas forcément. Mais les clients, c'est de dire, ça veut dire quoi d'avoir confiance? À nouveau réfléchissez-y, on met beaucoup de procédures en place dans nos entreprises pour contrôler les hommes et les clients, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? On contrôle les 97% de gens qui ne trichent pas. Et ceux qui trichent, je vous le dis, quelle que soit la procédure que vous mettrez, ils vont tricher. Donc de toute façon, nos procédures de contrôle sont essentiellement là pour emmerder les gens qui n'en auraient pas eu besoin. Je vous laisse y réfléchir, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Ensuite, vous vous rappelez l'histoire de la culmination, c'est emmener les gens à un endroit où ils n'auraient jamais pensé qu'ils pourraient aller. Ça va vraiment être de dire, mais au fond, nos clients, on va les garder si on leur fait vivre une expérience qui est exceptionnelle, si on les emmène au sommet de la montagne. Quoi. Voilà. Et donc, à nouveau, ça peut ouvrir un certain nombre de pistes. Et ça pose aussi d'ailleurs, en particulier en Chine, la question du contrat
Parce que la question du contrat, vous voyez, elle dit, nous, le contrat, vous êtes d'accord, hein, c'est métal, si vous deviez l'associer à un des 5 agirs, c'est-à-dire ce qui dit, ce qui doit être, quoi. Voilà. C'est les Américains qui nous ont contaminés sur le contrat. En Chine, le contrat, c'est le rêve. C'est ce qu'on a de meilleur à vivre ensemble. Donc c'est sous les auspices du feu. Voilà. Mais vous voyez, l'enjeu, c'est de dire, allez, il faut que les gens vivent une expérience exceptionnelle. Et puis, je repose cette question. Fidéliser n'est pas conquérir. Est-ce que dans nos entreprises, on dépense pas trop de pognon pour conquérir au mépris de la fidélisation? Et est-ce qu'à certains moments, on n'est pas devenu complètement fou? Réfléchissez au paradoxe des boîtes qui sont devant des choix, c'est-à-dire que vous êtes connu par votre banquier, vous voulez faire un nouveau prêt et vous n'obtiendrez un taux correct que si vous avez un autre contrat à mettre sous le nez de votre banquier, qui par ailleurs sait très bien les taux que vous y avez, puisqu'il les fait pour des gens qu'il ne connaît pas. Voilà. Donc on est dans un truc complètement délirant, où on est dans une stratégie du client qui, plus il est présent, plus il va être roulé d'une certaine façon. Alors évidemment, une autre question qu'on va se poser très très vite dans la question de la sortie de la crise, ou en tout cas d'une forme de réenchantement, c'est que vous voyez, mes 5 agirs, je les trouve très beaux quand ils sont en couleur, je les trouve assez déprimants quand tout est gris, quoi. Or, à nouveau, vous voyez, notre culture, elle a fait de jouer aujourd'hui à la finance un rôle qui devient exorbitant au regard des dynamiques du vivant, parce que vous avez aujourd'hui énormément d'univers dans lesquels le DG vient de la finance. Alors ça, c'est pas un péché, hein. On a le droit de venir de la finance, à condition qu'on accède à la fonction feu. Mais si j'emmène dans le feu uniquement la réflexion de la finance, le feu va devenir le métal. Et ainsi de suite. Et donc, vous voyez, l'empire, s'il n'y a plus de diversité, est un empire qui est menacé de disparition. Et ça, vraiment, pour moi, c'est une des grandes questions, à nouveau, auxquelles il faut qu'on réfléchisse, c'est est-ce que nous avons bien, dans nos équipes de dirigeants, dans nos équipes de managers, dans nos équipes tout court, une altérité qui permet de retrouver des dynamiques. Certes, évidemment, une équipe où il n'y a que des gens qui se ressemblent, elle est beaucoup plus simple à manager, hein, en tant que manager. Si vous avez pris que des gens qui vous ressemblent, je vous le dis, ils vont beaucoup moins vous emmerder, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, une équipe qui va avoir la diversité en son sein, oui, c'est une équipe qui est fatigante, mais c'est une équipe qui va inventer des choses, qui n'aura pas les mêmes réflexes, qui ne partira pas au même moment dans la même direction, qui va vous obliger quelque part à tenir compte de l'altérité et de la diversité. Et donc, il y a vraiment une pensée de l'altérité et de la diversité du vivant comme une des garanties à mettre dans une équipe. Et plus vous avez une équipe qui est diverse, plus c'est quelque chose qui va avoir de la valeur. Et donc, point trop n'en faut, et évidemment, s'il n'y en a pas assez... Alors j'insiste un petit peu sur le rôle du manager, parce que, vous avez compris, pour moi aujourd'hui, dire on a une crise à dépasser, au fond, c'est oser se reconnecter à la question de la joie. Voilà. Si je fais des études, l'école dans laquelle je suis doit me rendre heureux. Si je fais un boulot, le boulot dans lequel je m'engage doit me rendre heureux. Ça ne veut pas dire qu'il me rend heureux tout le temps. Vous vous rappelez, 2 minutes 30 par jour, le soleil qui culmine. Oui, mais quand ça culmine, eh ben, si vous me permettez l'expression, ça pète sa mère. Vous voyez, c'est-à-dire, ça fait du bien, quoi. Voilà. Et donc, si je n'ai jamais ce moment, vous voyez, où ça tressaille un peu, quoi, où ça dynamise un peu, eh ben, quelque part, mon boulot va devenir insupportable. Parce que j'ai besoin qu'à certains moments, et ben voilà, je sois content d'avoir fait l'excursion jusqu'en haut, et je suis prêt à retrouver de l'énergie pour descendre, parce que la descente n'est pas plus drôle que la montée. Oui, mais le souvenir de ce que j'aurais vécu en haut vaudra tous les sacrifices que je ferai pour y aller et pour en repartir. Et donc vous voyez, il y a quelque chose de très important pour moi, qui est redonné aux managers, et qui à nouveau, hein, des fois, dans ce qu'on appelle des entreprises libérées, il y a un malentendu. Dans une entreprise libérée, c'est pas du tout pour moi une entreprise qui est sans manager. C'est une entreprise dans laquelle le manager joue un autre rôle. C'est qu'au lieu de fixer les tâches et de les évaluer, vous voyez, on est en plein dans le comment, au lieu de s'obséder sur comment est-ce que ça doit être fait, c'est de faire confiance aux gens qui savent souvent mieux que moi, si je suis leur manager, comment il faut faire, mais c'est de leur donner le sens et de leur donner envie d'y aller. Une autre question qui est posée en Chine et qui, à mon avis, est très importante, c'est de dire manager, ça n'est pas que manager des individus, c'est manager une équipe, c'est manager un collectif.
À nouveau, réfléchissez-y. Si vous êtes manager, dans votre organisation, vous êtes arrivé, on vous a donné la valise du parfait manager. Et dans la valise du parfait manager, il y a quoi? Il y a des outils pour piloter les individus. Voilà. Mais vous n'avez pas d'outils en miroir qui vous permettent de piloter votre équipe. C'est quoi des objectifs pour une équipe? C'est quoi une évaluation collective d'une équipe? C'est quoi ce que vous pouvez demander à votre équipe que vous ne demandez peut-être pas parce que vous le demandez en morceaux? Voilà. Mais encore une fois, le collectif est plus puissant que la somme individuelle de ses membres. Ça, c'est un vieux résultat de systémique. Et donc, être manager, c'est donner le sens, c'est donner envie et c'est s'occuper du collectif beaucoup plus que de l'individu. En tout cas dans la sagesse chinoise. Et donc, c'est de se focaliser sans arrêt sur le sens, sur le pourquoi, en faisant confiance à vos collaborateurs sur le comment, sur ce qu'ils vont faire pour y arriver. Et ça, c'est ce que j'appelle aussi la vision. Mais il n'y a pas, pour moi, d'entreprise libérée s'il n'y a pas un collectif unifié. Et donc la libération, c'est pas la fête du slip, vous voyez, où chacun fait ce qu'il veut, c'est chacun fait ce qu'il doit parce qu'il sert un projet qui est commun. Mais par contre, comme je suis apporteur d'un talent, la question que je vais me poser dans une entreprise libérée, c'est en quoi mon talent peut-il être utile pour accomplir ce que le collectif rêve d'accomplir. Et quand je suis dans une entreprise libérée, le rêve du collectif, c'est l'empereur qui le porte, c'est l'équipe dirigeante qui le porte. Et donc, vous voyez, pour moi, la libération des énergies, c'est absolument pas la fin du management, c'est plus exactement la fin du management, mais au sens de la finalité même du management, c'est-à-dire donner envie et donner le sens. Et du coup, c'est avoir un projet qui est capable d'embarquer les trois parties prenantes importantes de l'entreprise, les clients, les collaborateurs et les actionnaires. Et dans l'ordre, à mon avis, les collaborateurs, les clients, puis les actionnaires. Je ne reviens pas sur l'idée de garder la bonne distance et de vous demander si vous managez, si vous n'êtes pas trop présent ou pas assez présent. Alors, quatrième entrée, la question fondamentale pour moi du rôle de l'actionnaire. Et le besoin, alors là je pense très sérieux de notre temps, d'avoir besoin de remettre l'actionnaire dans comme l'une des parties prenantes du système dans lequel il est. L'actionnaire n'est pas au-dessus du système, il est dans le système, et moi je fais partie de ceux qui plaident pour qu'on régule l'actionnaire de ce point de vue-là. Et je peux vous dire, dans mon expérience de consultant, j'ai pas beaucoup d'actionnariats familiaux, d'actionnariats coopératifs qui sont contre ce principe-là. Voilà. C'est-à-dire que quand on veut transmettre dans la durée longue son patrimoine dont on est le dépositaire, oui, il faut absolument se mettre à l'écoute de ces hommes et de ces clients. Alors en général, les actionnaires se mettent à l'écoute de leurs clients parce qu'on produit beaucoup pour l'actionnaire des études de marché. Ça, on le fait beaucoup. On ne le fait pas que pour les actionnaires, mais on s'en sert aussi avec les actionnaires. Ça veut dire qu'il faut aussi faire des études de collaborateurs, si vous me permettez l'expression. Autrement dit, quelles sont les aspirations profondes des hommes qui bossent pour toi, actionnaire? Réfléchis-y, de toute façon, c'est ton intérêt d'actionnaire d'avoir des gens que le travail dans ton empire rend heureux. Donc si tu ne connais pas les aspirations de tes hommes, tu ne donneras pas à tes équipes dirigeantes les bonnes impulsions. Et donc vous voyez, il y a à la fois une question de dire attention à l'actionnaire qui pense qu'il est tout puissant. Un actionnaire n'est pas tout puissant, c'est une partie prenante de l'entreprise. Et vous voyez qu'un actionnaire qui n'est donc pas parjure à sa mission, certes, et ça me paraît bien normal, il paye le risque qu'il prend en engageant ses richesses qu'il peut perdre, je vous rappelle, et d'ailleurs l'actionnaire, vous le savez bien, mais il doit aussi financer le développement, et on sait que ça coûte du pognon, et il doit aussi partager une partie de la richesse qu'il crée avec ses collaborateurs et avec ses clients. Ça s'appelle la fidélisation, et on pourrait parler d'ailleurs de la fidélisation aussi pour les collaborateurs. Autrement dit, vous voyez, l'idée d'une réflexion alors tripartite de ce que je fais des bénéfices, qu'est-ce que je garde pour moi, qu'est-ce que je remets dans le développement, qu'est-ce que je remets aux collaborateurs, vous voyez bien que ce n'est pas révolutionnaire du tout cette question-là. C'est juste une question qu'on redécouvre comme étant une question de bon sens pour garder l'empire vivant. Voilà. Et cette question, à mon avis, elle est dans un certain nombre d'univers complètement oubliée parce qu'on réfléchit au trimestre, qu'on veut plus 15 quoi qu'il arrive, et vous voyez bien le danger quand on veut plus 15 tous les trimestres, c'est que vous dites implicitement je ne veux que du bois, je ne veux que de la croissance.
Et si je ne veux que du bois, il y a un moment où je vais faire la conquête de trop et où mon empire va tomber, mais comme un château de cartes. Voilà. Donc vous voyez, la muraille de Chine, elle est aussi là, à un moment donné, pour rappeler des choses de ce côté-là. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous partager, à nouveau, pour réfléchir un peu à des choses sur... c'est quoi l'usage qu'on peut faire de ce modèle, au fond, pour retrouver un peu d'espoir, c'est assumer les conséquences de la croissance. La croissance, vous vous rappelez, c'est faire la guerre. Et donc c'est la métaphore qui vient de la guerre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ce schéma ? Je me suis centré uniquement sur le développement, sur le bois, en oubliant toute une série de flèches qui gèrent par ailleurs les éléments entre eux, mais vous voyez que je ne reprends pas sur le schéma. Et donc, je me centre sur le développement et je vais poser un certain nombre de questions. D'abord, si tu veux te développer, il faudra que quelqu'un porte le bois. Et vous voyez ça en Chine, ça se dit mettre l'empire dans la saison du bois. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui fait que vous allez dire mon empire a besoin de bois ? C'est typiquement que vous allez dire on n'a pas grandi depuis un moment. On n'a rien fait de neuf. Il n'y a pas de nouveaux produits, il n'y a pas de nouveaux services. Il n'y a pas de choses nouvelles qui sont apparues, quoi. Alors ça, vous voyez, la Chine dira toujours, si vous n'avez rien fait de neuf depuis un moment dans votre empire, l'empire est en danger. Pour une raison, finalement, propre à ce qu'on évoquait tout à l'heure, vous vous rappelez le principe d'impermanence. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change tout le temps. Donc si ton empire est exactement dans le même état qu'il y a 10 ans, il est en grand danger, quoi. Voilà. Vous voyez, il va falloir faire du bois, il va falloir te développer. Oui, mais si tu veux te développer, la première question que l'on se posera après avoir analysé qui porte le bois, c'est de dire, est-ce que tu assumes bien que faire la guerre, c'est mettre à mal les hommes et les clients ? Tu ne peux pas te développer sans déranger tes hommes et tes clients. Et faire la guerre, c'est mettre à mort, disent les Chinois. Vous voyez, cette flèche rouge, elle devient destructrice, parce qu'elle va aller au bout. Et réfléchissez-y, mais si vous lancez un nouveau produit, un nouveau service, vous savez bien que la première fois, ça ne marche pas du premier coup, quoi. Voilà. Autrement dit, pendant un moment, il y a de la casse. Si vous voulez grandir, il faut assumer qu'il y a une partie de casse. Oui, mais justement, il faudra donc arrêter à un moment donné de grandir pour prendre soin des hommes et des clients qui auront été malmenés. Et vous voyez d'ailleurs que moi je travaille depuis quelques années maintenant avec Google. Chez Google, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés voir, mais ce qui est spectaculaire, c'est les conditions de travail. Et pourquoi c'est spectaculaire les conditions de travail chez Google ? Parce que les gens de Google ont très bien compris que c'est tellement bois la culture Google, ça change tellement tout le temps, très vite, que les gens sont très vite fatigués. Et que pour que les gens soient le moins fatigués possible, il faut qu'ils aient des conditions de travail exceptionnelles, il faut qu'ils puissent, encore une fois, se ressourcer, se renouveler, reprendre de l'énergie à l'endroit où ils doivent en donner beaucoup. Et donc on fait des vrais choix de ce point de vue-là, sur les hommes et les clients pour payer un tribut à la guerre, on pourrait dire ça comme ça. La deuxième question qu'on va se poser, c'est de dire, si tu veux de la conquête, il faut que les gens qui sont en charge de la conquête soient briefés par le feu, par la vision. Autrement dit, il n'y a pas de conquête sans projet, sans vision, sans collectif qui a dit vers où il voulait aller. Ça, c'est très important, parce que je vous le dis tout de suite, dans vos entreprises, les gens qui ont en charge le bois ont plein d'idées pour faire grandir l'entreprise. C'est leur mission de bois, ils ont plein de guerres à faire. Mais est-ce que les guerres qu'ils font sont utiles à l'empire ? C'est pas le bois qui doit le dire, ça, c'est le feu. Voilà, donc il faut un projet. Ensuite, il faut évidemment des moyens. Il n'y a pas de guerre sans moyens, mais vous vous rappelez, l'eau est capital matériel et capital immatériel. Et donc il y a des fois des conquêtes qu'on va faire à partir de la culture managériale, par exemple. Faire bouger la culture managériale d'une entreprise, c'est faire du bois. Et il n'y a pas besoin de rajouter du pognon, ils sont là les managers, ils ne vont juste pas faire la même chose. Et donc ça, vous voyez, à nouveau, c'est intéressant parce que plein d'entreprises libérées se sont libérées, mais sans rajouter du pognon. Elles se sont libérées en employant autrement leurs managers et leurs collaborateurs. Et bien ça, c'est faire aussi du bois. Et enfin, les Chinois ont une belle expression, ils disent « Celui qui contrôle l'élément dont tu veux que ce soit la saison, il faut qu'il soit mis en détention ». Autrement dit, quand tu veux grandir, il faut que tu acceptes que pendant un moment, ce soit un petit peu le flou artistique sur la rentabilité du truc, quoi. Voilà. Si tu veux un retour sur investissement à 3 mois, tu ne pourras pas lancer des projets très ambitieux. Voilà. Et donc, à nouveau, cette question de remettre à sa juste place
le métal en le mettant en détention et accepter que les hommes soient malmenés. Mais vous voyez du coup très très vite qu'une des conséquences de ce modèle, c'est que si je mets mon entreprise en développement, je fatigue mes hommes et mes clients et je méprise la fonction de rapport à la réalité du métal. Et donc ça ne peut pas durer. Et l'idée importante en Chine, qui nous déroute quand on travaille avec la Chine, c'est qu'une stratégie, c'est pas pour les 10 ans qui viennent, ça c'est la vision. Une stratégie, c'est pour les 3 mois qui viennent, pour les 6 mois qui viennent, mais je tire des bords, vous vous rappelez, sinon je vais finir en planche. Et donc, vous voyez, pendant un moment, je fais du bois, puis très peu de temps après, je vais faire un peu de terre, puis je vais revenir au métal pour être sûr qu'on n'est pas... Puis je vais repartir en bois. Enfin, vous voyez, il y a ce côté hyper pragmatique qui est très déroutant pour nous, parce qu'on a l'impression que comme on a fait un projet, on va dérouler le projet de A jusqu'à Z. Et en Chine, un truc qui va tout droit, c'est toujours très suspect, quoi. Voilà, ça marche jamais comme ça. Voilà. C'est tellement vrai hein, que dans les jardins de l'empereur, les ponts sont en Z pour que les fous ne puissent pas les traverser. Hein. Donc, vous voyez, l'idée que si vous marchez droit, vous êtes vraiment suspect en Chine. Hein. C'est pas, il y a un truc qui ne va pas bien. Voilà. Voilà. Alors, c'était un peu les questions que je me suis posées, encore une fois, à partir, vous vous rappelez, de cette question, sortir de la crise, au fond, c'est redonner dans nos entreprises à la fois la performance et la joie. Voilà. C'est-à-dire avoir des gens qui sont heureux de bosser là et qui du coup vont être dans une performance qui va donner de l'avenir à l'entreprise. Et fondamentalement, ce que je crois avec le modèle que je viens de vous partager, c'est que pour avoir de la joie et de la performance, il faut au fond faire confiance aux hommes et leur donner un projet collectif à servir. Voilà. Et donc, effectivement, la fameuse équation que je vous partageais, hein, la libération plus la vision, que des fois on appelle la confiance et l'exigence, donne un empire durable. Mais dans tous les cas, ça vraiment c'est quelque chose de très important pour moi dont on pourra discuter, dans tous les cas, le centre qui va organiser cette entreprise libérée, qui va permettre aux gens de reprendre la main sur leurs tâches, sur les choses à faire en entreprise, mais c'est le feu qui joue tout son rôle. Et donc, encore une fois, c'est l'entrée que je retiens par rapport à la chaire qui m'invite ce soir, c'est de dire, mais plus que jamais, les entreprises qui vont se libérer, qui vont rentrer dans des logiques de performance, et de performance très surprenantes pour un certain nombre d'entre elles aujourd'hui, dans un contexte apparemment morose, et vous voyez, on pourrait raconter, beaucoup de dirigeants pourraient vous raconter que chaque fois qu'ils voient un expert, ils apprennent qu'ils vont mourir. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on nous assigne beaucoup un réel qui est désespérant. Et face à ce réel désespérant, le devoir du feu, c'est de rêver un futur désirable et de le convoquer en faisant confiance aux gens. Mais vous voyez, si le feu disparaît, alors moi je ne crois pas que l'entreprise soit durable, parce qu'une entreprise sans feu, au regard de la sagesse millénaire chinoise, c'est une entreprise dans laquelle il manque l'un des 5 fondamentaux qui caractérisent et qui garantit la pérennité du vivant. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Je vous remercie de votre attention.